Alors, merci d'être les courageuses et les courageux qui sacrifient leur heure de lunch pour m'écouter. Mais disons que moi, ça me fait bien plaisir de me retrouver ici. Et je dois avouer que, à ma courte honte, que c'est la première fois que je me retrouve à l'Université du Québec en Outaouais. Alors, j'en suis encore plus heureuse. Alors, la question qui m'a été posée par Denise, c'est, bon, tu travailles beaucoup sur les théories féministes, tu travailles beaucoup sur les mouvements, le mouvement des femmes, etc. Pourquoi t'intéresses-tu à la question de la sexualisation de l'espace public? Et donc, j'ai un peu repris cette question-là pour dire pourquoi s'intéresser à la sexualisation de l'espace public. Ben, disons que la première raison, et dans le fond, je pourrais résumer ma conférence comme ça, c'est parce que cette sexualisation dans l'espace public renvoie à une représentation sociale des femmes qui, la plupart du temps, est inacceptable et qui, elle-même, réduit les femmes à des images stéréotypées, les réduisent finalement, selon l'expression que j'utilise, ça les réduit à l'état d'objet. Ou encore, c'est une manière, c'est une façon tout à fait inappropriée d'utiliser le corps des femmes, mais souvent aussi l'image des femmes, pas simplement le corps, mais l'image des femmes, pour transmettre un message, ou encore pour stimuler une demande, ou encore pour vendre un produit. Le gouvernement du Québec a chuté dernièrement pour vendre un message d'intérêt public, ce qui devient encore plus sérieux et plus grave. Dans le fond, qu'est-ce que ça fait, cette représentation-là? Bien, ça maintient et ça reproduit et ça reconfigure, si vous voulez, des stéréotypes sexuels. Je pense que je n'ai pas à vous définir les stéréotypes, mais dans une certaine mesure, disons que je vais résumer en disant que c'est des opinions, des représentations qui sont pétrifiées, qui sont insensibles au changement social. Et ça, c'est aussi important de le retenir. Pétrifiées, insensibles au changement social, et qui, encore plus aujourd'hui, ne représentent nullement la diversité ou la pluralité des situations vécues par les femmes. Dans le fond, on a presque tous l'impression qu'on est des modèles pour vendre souliers, voitures et autres choses. Et dans une certaine mesure, ça ne rend absolument pas compte de la pratique des femmes ni de leurs caractéristiques particulières en tant que groupe social. Dans le fond, ce qu'il faut comprendre quand on travaille sur des stéréotypes, c'est qu'aucun stéréotype n'a d'existence intrinsèque. Tous les stéréotypes sont construits et ils représentent finalement des dictats d'ordre idéologique, d'ordre social, d'ordre religieux, d'ordre historique. Et c'est tout le contexte qui les alimente. Et on peut penser que le contexte, à ce moment-là, est particulièrement un contexte qu'on pourrait presque qualifier d'antiféministe à certains moments donnés. Moi, je ne dis pas tellement antiféministe comme je dis anti-femme, parce que très souvent, les attaques ne sont pas adressées comme telles envers les féministes, mais les attaques sont finalement adressées directement aux femmes et à ce qu'on attend d'elles. Donc, dans le fond, pour moi, les stéréotypes, c'est des prêts à penser simplifiés du féminin qui sont fondés sur des a priori. Ça véhicule sans aucun filtrage, sans réflexion des idées préconçues sur les femmes, mais aussi sur les hommes. Et on le voit apparaître de plus en plus, d'ailleurs, dans l'espace public, des stéréotypes à connotation sexuelle qui, maintenant, mettent en scène des hommes. C'est plus simplement des femmes, mais aussi des hommes, ce qui me permet aussi de parler, non pas d'hypersexualisation des petites filles ou de choses de cet ordre-là, mais de parler d'une sexualisation du tissu social, ou on pourrait dire d'une sexisation du tissu social. Donc, dans le fond, pour les femmes, cette construction sociale-là, elle est tout à fait construite sur une distinction biologique et donc ça donne une apparence naturelle aux stéréotypes ou ça leur donne un ancrage dans une réalité. Mais pour moi, ce qui est surtout très important, c'est que le stéréotype, la représentation ou la sexisation de l'espace public, ça justifie la division des êtres humains en deux catégories. Et donc, dans une certaine mesure, ça sert à classifier les gens, les choses, à définir sans analyse le monde qui nous entoure. Si j'avais eu la permission d'utiliser le diaporama, j'aurais aimé beaucoup commenter cette représentation-là, où on voit finalement à quel point, et vous en êtes probablement conscients, vous avez peut-être des petites filles, vous avez peut-être des filles ou des petites filles comme moi. En ce moment, la recrudescence de l'impact, de l'influence, par exemple, des films de Walt Disney, la présence des princesses un peu partout. Et en ce sens-là, je dois vous avouer mon grand désappointement parce que, à force de regarder ces films de princesses en campagne avec ma petite fille, j'en étais venue à
développé un certain attachement avec Ariel. Je la trouvais plus positive, plus productive, plus dynamique. Mais finalement, quand on fait l'analyse féministe de qui est Ariel, c'est vraiment le pire des personnages, parce que non seulement elle accepte d'être assignée au ménage et d'attendre le prince charmant, mais elle accepte aussi, voyez, la contemporanéité, la transformation physique, et elle accepte complètement de quitter son milieu pour vivre avec l'autre, et donc, dans une certaine mesure, Ariel, que j'aimais beaucoup. Et de se taire. Et de se taire, oui, perdre sa voix pour rejoindre son compagnon. Et donc, en ce sens-là, tout ce que je voulais identifier ici, c'est à quel point la sensibilisation, ou en tout cas le contact avec les stéréotypes sexuels arrive tôt. Et je vous dirais que, par exemple, le stéréotype sexuel de la bonne mère et autres, même si ce sont des stéréotypes qui sont positifs, même si dans l'image publique, quelquefois, les images sont positives, il est très, très important de concevoir que même les bons stéréotypes, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas nécessairement à connotation négative, reproduisent l'idée de la division sociale des sexes, reproduisent l'idée qu'il y a des rôles qui sont particulièrement assignés aux femmes, et en ce sens-là, finalement, ça reproduit une conception des rapports sociaux de sexe, où les femmes sont généralement davantage assignées au paraître. Alors, en fait, il y a aussi les stéréotypes sexistes, mais dans le fond, ce n'est pas très différent, les stéréotypes sexistes, des stéréotypes sexuels. Tout ce que ça fait, c'est que ça porte vraiment une intention maléfique, ça porte vraiment une intention, si vous voulez, plus virulente de maintenir ce clivage, cette distinction, et d'utiliser les femmes en tant que représentation. Pour ma part, j'ai un peu abandonné l'idée de parler d'hypersexualisation parce que je trouve que le concept donne l'idée qu'il y aurait une sexualisation qui est acceptable, qui est valable et que dans le fond ça ne désignerait que les petites filles ou les adolescentes. J'aime mieux parler, si vous voulez, de la sexisation de la société et de la sexualisation. Bon, à outrance, parce que je ne voudrais quand même pas qu'on me dise que je suis une vieille féministe radicale frustrée qui ne veut pas entendre parler de sexualité. Donc, finalement, une sexualisation à outrance de l'espace public. Si vous permettez, je vais vous distinguer entre la notion de sexisation et la notion de sexualisation. Pour moi, la sexisation, ça désigne tout traitement différentiel selon le sexe. Et dans ce sens-là, c'est un processus de séparation qui induit des polarisations des rapports sociaux, de la langue, des représentations, des activités, des fonctions, des jouets, et j'en passe. Et ça s'accompagne, et c'est très important de le voir, ça s'accompagne de prescription et de proscription. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on a le droit de faire et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. Et donc, puisque ça nous dicte nos attitudes et nos comportements, eh bien, évidemment, ça se transmet dans notre inconscient, ça se transmet dans notre façon de nous percevoir. Et de ce point de vue-là, finalement, cette sexisation-là, même si elle est perçue comme neutre, elle construit le clivage, elle continue de maintenir la séparation et la division. Et pour moi, naturellement, en tant que sociologue, la division qui m'apparaît encore plus préjudiciable, c'est la division sociale des sexes, mais dans sa division de la division sociale du travail, qu'elle soit locale, nationale, internationale, nord-sud, mais qu'elle soit simplement dans nos couples ou dans nos ménages. Donc, en fait, je reprends une citation de Pierrette Bouchard, Natacha Bouchard et Isabelle Boilly, qui disait que la sexualisation de l'espace public, pour faire une distinction avec sexisation, ça consiste à donner un caractère sexuel à un produit, à un comportement ou à une pratique qui n'en possède pas en soi. Donc, sexisation, division davantage. Sexualisation, c'est abus de la référence sexuelle pour donner un caractère à un objet qui n'en possède pas en soi. Donc, dans le fond, je ne sais pas, je n'ai pas besoin d'une sociologue pour vous le dire, on le voit à la télévision actuellement de façon éhontée. Ça mise sur l'évocation de la sexualité pour conférer un pouvoir attractif, si vous voulez, au message. Ça résulte, dans le fond, ce qui résulte dans une exposition quasi permanente de la sexualité, du corps féminin dans l'espace public, de références sexuels et de la valorisation des sex symboles. Ce qui m'amène à vous dire que les actions des femelles, par exemple, sont analysées de ce point de vue-là et à se questionner. Je veux dire, je suis tellement ambivalente par rapport à leur propre action
mais évidemment qu'elle joue aussi sur l'évocation du corps et de la sexualité pour attirer les médias. L'intention est bonne, est-ce que le moyen est bon? Ce serait intéressant d'en débattre ensemble pour voir qu'est-ce qu'on en pense mutuellement. En fait, il y avait une étude dernièrement, pour passer à autre chose, il y avait une étude qui disait par exemple qu'une jeune Française est généralement, comment je pourrais dire, exposée à peu près 15 000 références sexuelles par jour, dans le contexte de tout ce qu'on voit, de tout ce qu'on entend, de tout ce qui se bouge à travers nous. Donc, pour moi, la sexualisation de l'espace public, c'est très important parce que ça aboutit sur la sexualisation de la personne. Et dans une certaine mesure, il est évident qu'on ne peut nier que la valeur de la personne découle largement de son apparence physique et de son sex appeal. Et que, naturellement, c'est une norme qu'on finit par assimiler soi-même. Et ça amène très souvent à se voir soi-même aussi simplement comme un objet. Et ça amène les autres aussi à nous voir en tant qu'objet. Donc, dans une certaine mesure, je dirais que la sexualité, ou le sex appeal, nous est imposé de manière inopportune. Et en ce sens-là, naturellement, c'est l'intérêt de parler de cette imposition inopportune. C'est effectivement très important de le comprendre parce que ça montre comment les personnes peuvent être réduites à un rôle d'objet facilement, mais aussi, et là, ça serait le phénomène des love stories, c'est pas pour rien que j'ai mis ça, occupation double et autres, comment les personnes aussi acceptent de se mettre en situation de s'offrir à la consommation à l'autre. Et donc, on pourrait aller jusqu'au débat de prostitution, travail du sexe, mais dans une certaine mesure, qu'est-ce qui nous amène à consentir ceci? Donc, parler pour moi plus spécifiquement de sexualisation de l'espace public, c'est tout simplement prendre conscience de l'omniprésence de la sexualité dans l'espace public et de voir la démesure que cette situation-là représente aujourd'hui. Dans le fond, on a vu dernièrement des initiations étudiantes, par exemple, chez nous, il y a eu un dérapage assez sérieux. Bien, on voit à quel point, dans le fond, maintenant, on pense que peut-être qu'on aurait dû appeler la communication sexe et réalité sociale, je ne sais pas, parce que le sexe vend bien, et même pour des initiations étudiantes, on en vient à penser qu'il faut passer à travers ce véhicule-là pour organiser ou pour séduire. Moi, une des premières manifestations dans le monde de la publicité où vraiment les choses sont devenues explicites, par exemple, c'est cette annonce de Pérol pour le shampoo où les femmes, finalement, on mime un orgasme pendant qu'elles se lavent les cheveux. Bien, effectivement, là, je ne sais pas pour vous, là, mais pour moi, généralement, c'est une corvée de laver les cheveux, c'est pas seulement efficace. Alors, de certaine façon, chaque chose est innocente en soi. C'est ça qu'il faut reconnaître aussi. Chaque chose n'est pas importante en soi. C'est pas grave que les annonces d'Elda, qui étaient très intéressantes jusqu'à très récemment, qui avaient beaucoup d'humour, tout d'un coup, on s'aperçoit qu'on peut faire l'amour dans la petite fuite. Ben, je veux dire, c'est presque décourageant parce qu'on avait là, par exemple, un médium intéressant. On avait une publicité qui était, bon, si on aime la publicité, une publicité qui était correcte. Mais on voit que le glissement se fait presque spontanément parce que, dans le fond, on est rendu là et c'est vu comme étant, si vous voulez, la chose à faire. Donc, il y a un envahissement aussi, non seulement de l'image, mais des référents sexuels. J'étais assez scandalisée, je dois vous avouer, que j'ai vu une annonce à l'entrée du Pont Victoria cette semaine, ça s'appelle « Pimp ton garage ». De pimper, hein, un pimp. Pimp ton garage. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire de pimp son garage, mais dans la mesure où un pimp, c'est quelque chose qu'on voudrait bien évacuer de la vie des femmes, ben, c'est assez surprenant qu'on en vienne à pimper son garage. Mais disons que c'est... Donc, cette sexualisation-là, elle n'est pas seulement dans l'image des femmes, mais elle est dans la constance du référent. Et j'ajouterais, elle est aussi, et Richard Poulin en a parlé bien avant moi, de la pornographisation de la société. C'est-à-dire que le niveau, il y a toujours eu des annonces sexistes, mais le niveau atteint est absolument, je dirais, inhabituel.
et traduit finalement une banalisation d'un rapport qui doit pour autant demeurer du domaine privé. Donc, dans le fond, je sais qu'on pourrait aussi parler d'hypersexualisation. Je vous l'ai dit, je suis un petit peu moins d'accord avec le terme, bien que je le comprends très bien et qu'il est très utile de l'utiliser parce que c'est le terme qu'utilisent les médias, c'est le terme qu'utilisent les gouvernements, etc. Mais dans le fond, l'hypersexualisation, ce n'est pas autre chose que la sexisation ou la sexualisation à outrance d'un espace que l'on occupe. Et dans le fond, ce qui est peut-être un peu décourageant aujourd'hui, c'est de voir que ce phénomène-là prend de plus en plus d'ampleur auprès de nos jeunes. Je pense que ça fait une dizaine, quinzaine d'années qu'on dénonce cette situation-là de la sexisation auprès des petites filles et des adolescentes, qu'on montre qu'il y a une érotisation tout à fait inacceptable de l'enfance. Mais dans une certaine mesure, c'est évident que les choses vont en empirant, on pourrait dire, et notre concours de minimis qui arrive prochainement en est un exemple frappant. L'image de la projection de ces femmes dans leurs filles ou la mise en scène sexuelle de ces petites filles-là nous montre qu'il est temps de réagir et qu'il est temps d'agir effectivement. Donc, dans le fond, on invite ces petites filles-là à copier des comportements que des adultes elles-mêmes acceptent. Et ces comportements-là, on les accepte. Pourquoi? Parce qu'effectivement, tout le message social qui nous est envoyé, c'est que pour te faire valoir, il faut que tu paraisses. Et que pour paraître, ben, il faut que peut-être que tu mettes de côté ton être et ta pensée et que tu t'organises ta vie autour de ton corps. Et dans le fond, c'est un enfermement qu'on tente de rejeter, mais qu'on a de la difficulté, si vous voulez, à comprendre. Je pense que moi, c'est la plus grande défaite en tant que féministe. C'est quelque chose qu'on pensait un petit peu avoir aboli, c'est-à-dire une espèce de sexisation à outrance de l'espace public dans les années 90. Vous vous rappelez, en tout cas, on allait en France, puis, je vais prendre l'expression, on se glorifiait en disant « Ah, nous, au Québec, on ne montre plus les femmes tout nues sur la rue, les annonces de sous-vêtements, c'est beaucoup plus discret, etc., etc. » Mais je pense qu'on a manqué de vigilance. Et je pense qu'on est peut-être tombé aussi nous-mêmes dans quelque chose qu'on reproche souvent, c'est-à-dire qu'on est peut-être tombé dans le panneau de l'égalité déjà là, et qu'on pensait que les rapports sociaux avaient suffisamment changé pour que cette recrudescence, si vous voulez, de l'abus de l'utilisation du corps des femmes ne se produise pas. Ben, elle s'est reproduite. Et elle s'est reproduite dans une certaine mesure aussi dans un recyclage d'archétypes sexistes qui sont maintenant des archétypes pornographiques. Et dans une certaine mesure, les émissions de télévision auxquelles je faisais référence tout à l'heure sont très manifestes de cette tendance-là. Il y a un recours excessif à des représentations axées sur la sexualité hétérosexuelle, dominé par des performances masculines, mais aussi dominé, si vous voulez, par une représentation pornographique. C'est pour ça que je parle maintenant avec encore plus de conviction de ce besoin que nous avons de faire des actions collectives. Regardez ici ce qu'on indique. 58% des garçons et 45% des filles ont vu leur première image porno entre 8 et 18 ans. Et il y a des études qui vont même plus largement ou plus profondément dans la question, qui vont nous dire que la moitié ou presque des jeunes adolescents ont fait leur éducation sexuelle à travers la pornographie. La pornographie sur Internet, c'est aussi la pornographie de l'espace public. C'est pas quelque chose là, qui est caché en arrière, c'est quelque chose qui est accessible pour tout le monde. Donc, ça fait finalement partie de tout le monde et le phénomène dépasse largement l'apparence physique. Ça dépasse largement, si vous voulez, un phénomène de simplement de mise en scène du corps des femmes pour vendre. C'est en ce moment, la pornographisation de la sexualité masculine hétérosexuelle et d'une sexualité que j'appellerais mécanique est plus souvent limitée à la pénétration, et en tout cas, si on suit quelques films pornographiques, à la pénétration très rapide. En tout cas, il n'est pas question de préliminaire dans ces conditions. Généralement, ça se fait aussi sur les tables de bureau, ça doit être assez inconfortable. Donc, finalement, par contre, ce que ça produit une normalisation de cette imagerie-là.
Ça introduit aussi des attentes dans les rapports au niveau d'attitudes pornographiques, de comportements pornographiques. Ça réduit aussi, ça élimine, si vous voulez, toute connotation de relation affective. Et dans une certaine mesure, ça réduit donc le rapport amoureux à un rapport de consommation. Et bien, aussi, faut-il le dire, je fais la boucle, ça renforce le stéréotype féminin de la femme prête, disposée, utile et malléable. Donc, il y a en ce moment quelque chose d'assez grave qui se situe à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il y a un vacarme assouissant qui est caractérisé par une banalisation du sexe, marchandise, de la pornographie, mais aussi de l'utilisation du corps des femmes pour, si vous voulez, vendre, évoquer, choquer, provoquer, mais disons que ce qu'on peut voir, c'est que cette pornographisation de l'espace public banalise le rapport de sexe, le rapport affectif, et ça amplifie toujours les différences entre les sexes, et ça confine les femmes, et encore plus les jeunes filles peut-être, au rôle de séductrice, au rôle d'objet sexuel, et un de mes motifs, au rôle de paraître au lieu d'être. Et donc, les études ont été nombreuses sur le sujet, ça nuit à l'estime de soi, ça nuit à la santé mentale, ça impose une image fictive et inaccessible du corps des femmes, ça entraîne des interventions inutiles sur le corps des femmes, ça entraîne des transformations, des reconstructions mammaires maintenant à l'adolescence, et donc, dans une certaine mesure, on sait que toutes ces choses on risque d'avoir des conséquences sur le long terme. Donc pour moi, que ce soit pour les petites filles ou que ce soit pour les femmes plus âgées, ça encourage une sexualité à la performance et ça encourage une sexualité à la disponibilité des femmes, alors que dans le fond, la révolution que nous avons voulue, c'est une révolution qui nous donnait une liberté et un pouvoir d'agir dans le cadre de la sexualité. Et donc, dans une certaine mesure, tout ça développe l'accoutumance. Au final, ça participe au renforcement des stéréotypes sexuels et de la représentation sociale. Et dans une certaine mesure, pour moi, ça amène les femmes, si vous voulez, à se définir à travers le regard de l'autre. Et aussi, je pense que c'est très important, et j'ai commencé comme ça fausse la représentation des femmes comme actrices sociales en limitant à une seule image et à une seule utilité sociale. Merci.